Nous, quand on recrute, nous on dit toujours, voilà, pas besoin d'avoir de diplôme, mais besoin d'avoir de la curiosité. Je sais que ma fille a raconté une fois à une de ses copines en disant, moi je vais faire le travail de maman, hein. Elle mange toute la journée et que des trucs au sucre. Le soir, dire à quelqu'un, regarde mon gâteau, c'est quand même beaucoup plus sexy que de dire, regarde mon tableau Excel. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Le Cabinet de Curiosité, une série de podcasts proposés par la House of Training dans laquelle vous allez découvrir et redécouvrir des personnalités de l'écosystème luxembourgeois sous un angle inédit. Cet angle, c'est celui de l'esprit de curiosité. Une curiosité par laquelle, enfant, on apprend, on découvre, on s'étonne aussi et qui parfois s'érode à l'âge adulte. Une curiosité qui mérite cependant d'être entretenue tout au long de la vie et c'est le message que la House of Training souhaite partager avec vous durant cette série. Installez-vous confortablement, c'est le premier épisode du Cabinet de Curiosité. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter de la façon qui vous plaît ? Mon nom c'est Carole, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants qui ont 10 et 12 ans. Je suis maintenant depuis un peu plus de 10 ans CEO des boulangeries Fischer. Il y a quelques années, je me suis engagée aussi au niveau de la Luxembourg Confederation. Absolument. Et depuis 2 ans, je suis présidente aussi de la Luxembourg Confederation. Voilà qui introduit parfaitement notre discussion qui va se structurer en 3 parties, toujours axées, vous l'aurez compris, sous l'angle de la curiosité durant vos jeunes années, ensuite durant vos années en tant qu'entrepreneuse, et puis enfin curieux tout simplement pour voir un petit peu aujourd'hui ce qui excite votre curiosité et peut-être évoquer les projets à venir. La première question que j'ai à vous poser, c'est quel type d'enfant étiez-vous ? Une enfant curieuse ou pas forcément ? Si, plutôt une enfant curieuse. Voilà, j'aimais bien. Maintenant, j'avais la chance aussi qu'à la maison, on discutait beaucoup à table. Okay. Donc, de tout ce qui était actualité. Voilà, on regardait aussi, très jeune, on a commencé à regarder les news le soir avec mon papa. Okay. Donc, ce qui a éveillé aussi une certaine curiosité. Et comme ma maman s'intéressait à des choses très différentes, plutôt tout ce qui est art, animaux, toute cette partie-là. Donc voilà, on a eu cette curiosité-là plus par ma maman et la partie plus actualité, entreprise, entrepreneuriat, peut-être plus par mon papa. Ouais, vous diriez que vous avez grandi dans un monde cultivé ou en tout cas curieux de plein de choses ? Oui. À 100%. Voilà, j'avais des parents qui étaient intéressés par des choses très différentes, mais surtout une maman qui était très, très, très passionnée par tout ce qui était art. Ouais. Donc, c'est quelque chose... voilà, je n'ai pas sa passion, mais en tout cas, elle a réussi à nous intéresser à beaucoup de choses et à nous montrer que même si, voilà, l'art n'était peut-être pas la partie qui m'intéressait le plus, qu'il y avait quand même des éléments intéressants et d'aller chercher dans tout ce qui pouvait m'intéresser, d'essayer de comprendre un peu plus. Vos parents, vous les avez aussi vus en activité, exercer leur métier. Quel regard vous portez sur ce métier sous-entendu ? Est-ce qu'il y a déjà peut-être une projection ou pas du tout ? Ah, aucune. Zéro. Il n'y a aucune projection à ce moment-là. J'ai la chance, voilà, d'avoir une maman qui était à la maison, qui était présente aussi avec nous à cette époque-là. Mon papa travaillait beaucoup et la seule chose, et souvent mon frère le dit aussi, on avait la chance d'avoir un papa qui revenait en majorité le soir en étant content de sa journée. Donc, on se disait que le job qu'il faisait, quelque part, ça devait être chouette. Il y a bien sûr qu'il y a des moments, il y a toujours des moments qui sont plus compliqués, mais globalement, on voyait que ce qu'il faisait lui faisait plaisir. Est-ce qu'en revanche, il y avait des métiers qui vous plaisaient déjà ? Souvent, quand on est enfant, je ne sais pas, pour les petits garçons, le classique, c'est pompier. Est-ce que vous, petite fille, vous aviez déjà un métier qui vous aurait plu ? Je m'en rappelle pas du tout. Je sais qu'au lycée, voilà, dans des livres de classe, de camarades de classe, il fallait dire qu'est-ce que je veux être plus tard. Je disais toujours je vais faire quelque chose avec du marketing ou je veux. Voilà, c'était plus dans ce sens-là. À une époque, c'était aussi je vais être photographe. Je m'intéressais à tout ce qui était photographie, mais je pense pas qu'il y avait quelque chose de concret où je peux dire voilà, je veux vraiment faire ça. Les années de classe, justement, c'est l'enfance, elles sont faites beaucoup des années passées à l'école. Quel rapport vous entretenez avec l'école à ce moment-là et avec même l'apprentissage de manière générale ? Je dois dire voilà, que j'ai eu la chance dans ma scolarité d'avoir 4-5 professeurs que je pourrais tout de suite nommer. Qui m'ont accompagnée et qui m'ont donné envie. Voilà, j'ai pas été la plus forte en maths. Ça a jamais été ma matière de prédilection, mais j'ai eu un professeur de maths qui a réussi
à m'intéresser aux maths, à vraiment me dire, non mais en fait, cette matière, même si t'es pas très très bonne là-dedans, cette matière, elle est chouette. C'est pour ça aussi que je me suis intéressée plus à l'histoire, parce que j'ai eu une professeure à un moment qui m'a vraiment donné envie. Et je pense que quand on a de la chance d'avoir des profs passionnés, clairement, on s'y intéresse. Est-ce que entre les études primaires et les études secondaires, il y a quelque chose qui change, peut-être même un dessin professionnel qui commence à apparaître, à l'université notamment? Pas forcément. Surtout, bon, moi, j'ai fait mon bac donc à Luxembourg. Je suis partie à Aix-en-Provence dans une faculté. Ouais. C'était l'horreur. Moi, je dois dire, je me retrouvais à 300 dans une salle. Ah oui. Ça n'a pas été, et j'ai trouvé que voilà les professeurs, même si j'ai eu des très bons professeurs mais j'avais beaucoup plus de problèmes à rentrer dans le sujet. D'accord. J'avais choisi peut-être aussi, j'ai choisi l'économie comme étude. C'était très sec. Ouais. Je pensais que ça allait être peut-être plus appliqué. Je m'attendais à autre chose, ce qui a fait qu'après 2 ans, j'ai dit maintenant je me dirige vers une école de commerce où je suis de nouveau dans une vraie classe. Ah oui. C'est-à-dire à 30 ou même 50, mais pas dans un amphi de 300 où que je sois là, que je sois pas là, que je participe, que je dorme, ça changeait rien. Ouais. Et moi, j'avais besoin d'être dans cet échange, que ce soit avec le professeur ou aussi avec les autres élèves. Donc, je me suis assez rapidement rendu compte que la fac, c'était pas mon truc. Donc, après mes 2 ans de doc, j'étais très contente de partir en école de commerce. Après ces études, donc, vous avez été active, alors là, pour le coup, dans des domaines très différents. D'abord le management, je crois, puis ensuite dans la diplomatie, au sein des affaires étrangères. C'est des métiers très différents, où l'on mobilise des compétences très différentes. Est-ce que, malgré tout, cette pluralité des compétences vous sert notamment par la suite? Je pense que la chance, le ministère des Affaires étrangères, c'est à ce moment-là, je devais faire un stage de 6 mois dans le cadre de mes études, et le Luxembourg avait la présidence de l'Union européenne. Donc, et comme je me suis toujours intéressée à tout ce qui était politique, quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu postules pas, essaye. Et j'ai eu la chance d'être dans les affaires économiques au sein du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que tous ces stages, que ce soit au ministère des Affaires étrangères ou aussi dans une agence de com, ou que, ce soit même, j'ai fait mon premier stage quand j'avais 15 ans au Moulin, où je faisais des analyses ça vous apprend toujours déjà à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pendant 8 heures par jour dans un travail? J'ai rencontré souvent dans ces métiers-là des gens passionnés, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Donc, le fait de me transmettre ça, et je me suis rendu compte aussi que, si on aimait ce qu'on faisait, la curiosité venait tout seul, l'intérêt venait tout seul, l'apprentissage venait tout seul. J'ai aussi fait des stages, heureusement, où j'ai dit, jamais de la vie, je remets un pied, c'est pas l'entreprise le problème, ou la personne qui m'a accompagnée, mais souvent, c'était vraiment, je ne m'attendais pas à ça dans ce métier. Bien sûr, Donc moi, chaque jeune qui me demande qu'est-ce que tu me conseilles, fais des stages. Et surtout, fais des stages dans des métiers totalement différents, parce qu'il y a des métiers où tu t'y attends pas, tu vas adorer, et des métiers où tu t'es dit c'est ça le rêve. Et après 1 mois, tu te dis mais mon Dieu, mais vite. Faire autre chose, parce que c'est pas du tout là où j'ai envie d'être. Les stages servent aussi à savoir ce qu'on veut pas faire. Oui. Est-ce qu'il était important d'aller voir ailleurs avant de rentrer dans le grand bain familial en faisant ces expériences? Je pense que ça a été très important de voir autre chose à un moment, aussi pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on sait faire, pour avoir un certain... parce que quand on est jeune, on se pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais y arriver? Et le fait de faire ça, d'avoir ces doutes-là à l'extérieur, je pense que c'est plus simple, parce qu'au moins, on n'a pas l'impression qu'on a des feedbacks positifs que parce que les gens veulent être gentils, parce que c'est de la famille, ou parce que de toute façon, les gens savent que quand c'est de l'extérieur, c'est quelque part plus valorisant. En tout cas, je pense que quand on est jeune, je pense qu'après, quand on commence à connaître un peu ses compétences et sa capacité, on sait que ça c'est honnête, et on sait que ça c'est peut-être moins honnête. Donc, on arrive plus à faire ce tri. Après les années d'enfance, les années d'entrepreneur, pour cette deuxième partie de l'émission, vous avez un jour dit dans une interview justement au sujet de l'entrepreneuriat, « Il est rare que l'on me propose quelque chose et que je réponde non de prime abord ». Est-ce que c'est cette curiosité naturelle qui vous a décidé à franchir le pas et à rejoindre l'entreprise familiale? Alors,
Quand j'ai dit ça, effectivement, je suis rarement quelqu'un qui dit non de prime abord parce que je trouve il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours quelque chose. Je préfère écouter d'abord que de juste me baser sur mon premier sentiment. L'entreprise familiale, non, ça a été vraiment par hasard. Voilà, j'ai fait des études de diplomatie en dernière année. Donc j'étais au Collège de l'Europe et j'étais plutôt partie pour vraiment rejoindre plutôt la Commission européenne ou le ministère des Affaires étrangères ou en tout cas plutôt me diriger vers l'État, vers la diplomatie. Et après le Collège de l'Europe, j'ai eu du mal, je dois dire, avec tous les gens qui avaient fait le Collège de l'Europe avec moi, qui étaient des gens qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait des très hautes études, des très bonnes études, mais qui n'avaient jamais été dans une entreprise et qui voulaient maintenant rentrer tout de suite ou dans leur gouvernement ou dans la commission et décider des lois pour les entreprises. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui cloche, d'avoir des fonctionnaires européens où il manque une réelle connaissance de l'entreprise. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être toujours envie de le faire, mais je pense que j'ai besoin d'abord de toucher à quelque chose de beaucoup plus concret et de comprendre aussi un tout petit peu le fonctionnement d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là où, voilà, mon papa m'a dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas envie? Viens faire un stage de 6 mois, tu fais ça, tu pourras toujours faire tes concours pour la commission ou pour l'État après. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entreprise familiale. Comment on fait sa place dans une entreprise familiale? Je pense qu'il y a des chemins très différents. Je pense que voilà, entre moi, mes cousins, on a choisi des voies assez différentes. On a gravi les échelons d'une manière aussi différente. Moi, quand j'ai vraiment décidé de rester dans l'entreprise familiale, j'ai commencé par travailler pendant 3 mois et je savais que ça allait être plutôt vers la vente que vers la production. J'ai travaillé pendant 3 mois dans les points de vente, avec les vendeuses, pour vraiment déjà me dire, voilà, si un jour, voilà, je veux prendre des responsabilités, il va falloir que je comprenne le métier, il va falloir que je sache qu'est-ce que ça veut dire être 8 heures devant un client, avoir cette pression d'être devant le client et de bien le servir, de connaître les produits, d'avoir des questions où on se dit, qu'est-ce que je vais lui répondre, de connaître ce stress entre midi et 13h quand tout le monde veut manger. Voilà, de se rendre compte de ces éléments-là, de se rendre compte aussi du travail en équipe de tous les jours. Et j'ai beaucoup écouté, j'avais de la chance, encore aujourd'hui, si je regarde mon équipe de management qui travaille avec moi, vraiment en lien direct, tout le monde a plus de 10 ans. Et la plupart a plus de 20 ou 30 ans d'entreprise. Donc, ils étaient là bien avant moi. Donc, c'est eux qui m'ont appris mon métier. Et voilà, c'est en contact d'eux, en accompagnant, en allant avec eux, en faisant le tour régulièrement, en comprenant voilà, leurs besoins, que moi, j'ai appris au fur et à mesure. J'aurais pas pu l'apprendre sans eux. Est-ce qu'il y a eu très vite du plaisir à apprendre ce métier? Ah oui, très rapidement. Oui, je pense que vraiment, le métier au contact du client ou au contact de l'autre de mes équipes, je n'aurais pas pu faire un autre métier. C'est vrai, aujourd'hui, vous vous dites non, finalement... Pas sans le contact, sans le contact humain et un contact client. Non, je ne pourrais pas faire un autre métier. Est-ce que, voilà, je pourrais être dans une autre entreprise, faire un autre métier? Oui, mais cet élément travail en équipe et contact client, non, celui-là, il devrait à tout prix en faire partie. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile d'apprendre le métier lorsque justement il vous est transmis par des parents? C'est-à-dire que il y a l'affect qui vient se mêler au savoir que l'on reçoit. Je pense que j'ai la chance que mon papa n'a jamais travaillé dans l'entreprise. Donc mon papa a travaillé au moulin. Donc, à Klein-Bettingen. Donc, mon papa n'a jamais été mon chef ou mon supérieur hiérarchique. Donc, je peux pas vraiment en parler parce que je ne sais pas comment ça aurait été. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense que ça aurait été plus compliqué parce qu'effectivement, les sentiments familiaux jouent quand même un rôle et comme on est tous très très proches, recevoir une critique d'un supérieur hiérarchique, on se remet en question au niveau travail. Bien sûr. Recevoir une critique d'un supérieur hiérarchique papa, on se remet en question professionnellement, mais on se remet tout de suite aussi en question humainement. Et c'est là où ça devient, à mon avis, très très complexe et où des choses peuvent se mélanger qui n'ont pas lieu d'être. Qu'est-ce qui a fait que les choses ont, comme on dit, ont matché pour vous?
j'étais dans l'entreprise familiale, donc pendant 2 ans, à un moment, je suis partie. Parce que je n'étais plus sûre. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? J'avais besoin de faire une autre expérience. J'avais connu aussi des moments de doute. Et donc, je me suis dit, si un jour j'y retourne, je veux connaître le métier. Donc, je suis allée chez le nôtre pour me former pendant 6 mois, où j'ai vraiment travaillé avec mes mains. Moi qui n'avais jamais fait ça de ma vie, qui avait toujours fait plutôt des études et qui n'avait jamais travaillé de mes mains, j'ai adoré. Le soir, dire à quelqu'un « regarde mon gâteau », c'est quand même beaucoup plus sexy que de dire « regarde mon tableau Excel ». Même si le tableau Excel est très compliqué et très beau, mais c'est vraiment autre chose de travailler avec cette matière-là. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'entreprise. Je pense que c'est un des éléments qui a fait que quand je suis revenue, j'avais une crédibilité. Et le fait, il faut quand même le dire, le fait que je sois une femme à la tête d'une entreprise comme Fisher, où 80%, même plus 90% des employés sont des femmes, change certaines choses parce qu'il y avait une compréhension pour certaines problématiques qui est peut-être quand même différente. Bien sûr. En vous écoutant, j'ai l'impression que dans votre famille, il y a quand même cette capacité à savoir se remettre en question. Si on n'a pas cette compétence de se remettre en question, c'est très compliqué d'être un entrepreneur, surtout dans ces temps-ci. Quand on voit ce qui s'est passé depuis 2020, juste depuis 2020, depuis les années Covid, avec toutes les autres crises qu'il y a eu, si en tant que chef d'entreprise, on n'arrive pas à se remettre en question en se disant « oh, bah, ça c'est la trajectoire que je voulais prendre, mais bon, l'environnement a fait que non, c'est plus cette direction, il faut que je change, donc il faut que je me remette en question parce que je ne vais plus pouvoir fonctionner comme je fonctionnais hier. » Et le plus important, et c'est ce que je dis toujours à mes équipes, on apprend tous les jours. Et quelque chose qui n'était pas possible hier, et vraiment pas possible, bah peut-être aujourd'hui ça l'est. Donc la réponse c'est « non mais on a déjà essayé, ça va pas marcher ». Mais non, ça n'a pas marché depuis il y a 2 ans. Ça, je comprends. Peut-être aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous les outils, je pense qu'il faut se redire tous les 2, 3, 4 ans. Allez, ça, c'était pas possible. On le réessaye. Peut-être que maintenant, ça devient possible ou ça devient possible autrement. Donc, cette remise en question, elle doit être constante. Mais aussi sur soi, de se dire, j'ai dirigé mes équipes comme ça. Bah, aujourd'hui, j'ai d'autres personnes qui sont venues se rajouter. Donc, il faut peut-être que moi aussi, j'adapte ma manière de les manager et de les encadrer. La boulangerie, c'est aussi de la technique, de la technicité. Comment, dans votre entreprise, aborde-t-on l'acquisition du savoir, la réacquisition de nouveaux savoirs et la formation de nouvelles compétences de manière générale? Je pense que la chance qu'on a chez Fisher, nous quand on recrute, nous on dit toujours pas besoin d'avoir de diplôme, mais besoin d'avoir de la curiosité, parce que nous on considère qu'on peut former les gens et qu'on peut rentrer chez Fisher en tant que vendeuse pour après évoluer en tant que responsable magasin, responsable secteur, c'est-à-dire avoir plusieurs magasins, au moins même responsable des filiales en général. On peut apprendre sur le terrain, c'est-à-dire qu'on apprend par les autres, par les équipes, par des formations en interne, par des formations en externe. Mais le plus important, c'est d'amener une certaine curiosité et surtout aussi une certaine ouverture d'esprit d'apprendre des nouvelles choses. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur la transmission du savoir et des compétences lorsque c'est vous-même qui êtes face à vos équipiers et que, d'une part, vous les incitez à apprendre, mais aussi à réapprendre? Comment vous abordez ça à l'aune de ce que vous aimez apprendre? Je leur laisse le choix parce que aujourd'hui, c'est une grande discussion qu'on a en interne des gens où je leur dis, moi j'aimerais bien que vous fassiez des formations, à vous aussi de me dire qu'est-ce que vous voulez faire comme formation. Et des gens aussi qui ont eu à une époque de leur vie un mauvais sentiment avec l'école, qui n'ont pas performé à l'école, qui ont eu des cassures et qui ont de temps en temps du mal à se dire j'ai plus envie de me retrouver dans une salle de classe. Oui, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle de classe. Il y a d'autres moyens. Et c'est ça où je pense que dans le futur, il faudra qu'on travaille dessus pour que tout le monde trouve son chemin pour apprendre. Parce que qu'on le fasse seul dans son coin avec un livre, qu'on le fasse à travers un podcast, qu'on le fasse à travers une vidéo, qu'on le fasse à travers un cours magistral, comme j'apprends ça dans une salle de classe où quelqu'un explique, qu'on l'apprenne en lien, en one-to-one, en étant sur son poste et en apprenant par l'autre, c'est de dire, mais aujourd'hui, toi, tu n'as connu que le chemin magistral. Tu es pas fait pour ça. Pas de souci. Il y en a plein d'autres aujourd'hui. Donc, essaye. Peut-être que c'est le podcast, peut-être que c'est une vidéo, peut-être que c'est... Et quand on commence à ouvrir ces chemins-là,
on voit qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, donc tu ne m'obliges pas à aller dans une formation. » Non, je ne t'oblige pas à faire ça. Tu n'as pas forcément d'examen à la fin. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Et c'est cette ouverture aujourd'hui qui permet que plus de personnes peuvent peut-être s'intéresser à la formation qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Parmi les défis auxquels font face notre pays aujourd'hui, il y a celui de la pénurie de talent. De quelle manière peut-on imaginer que la formation est aussi une manière d'attirer les talents et de les retenir ? Je pense qu'aujourd'hui, voilà, les gens, comme les métiers changent aussi rapidement, comme il y a des nouvelles techniques, les gens, à un moment, ils ont besoin de se reformer. Donc, le fait de proposer et d'avoir une ouverture, en tout cas, pour que les gens puissent se former, ça permet sûrement de retenir des talents aussi dans son entreprise parce qu'ils voient que voilà, ils peuvent se former et qu'ils peuvent faire les étapes suivantes dans leur métier. Oui, c'est la promesse d'une carrière aussi plus riche et longue. Et d'ailleurs, vous avez des gens qui travaillent avec vous depuis des décennies, n'est-ce pas ? On a des gens qui travaillent depuis très longtemps dans l'entreprise et il y a des gens aussi qui, à un moment, on va dire, ont changé un peu de voie en disant, voilà, ça fait maintenant 10 ans que je le fais, ça fait 15 ans, voilà, j'ai besoin de changer. Ok, bah, tu as besoin de changer, qu'est-ce que tu voudrais faire alors, je pense qu'il te faudrait peut-être des vraies formations, c'est-à-dire, voilà, d'aller faire une formation. Trouver là le bon mix, mais ça aide sûrement des gens qui avant seraient peut-être partis, qui maintenant se disent, bah, tiens, si je peux le faire dans l'entreprise, tant mieux. Nous abordons la troisième partie de notre émission, celle qui s'appelle Curieux tout simplement, avec une première question que j'aimerais vous poser. Aujourd'hui, vers quoi vous porte votre curiosité ? C'est celle de femme comme celle d'entrepreneur. Qu'est-ce qui excite votre curiosité aujourd'hui ? Je pense que ce qui excite le plus ma curiosité, quelque chose de très banal, c'est le voyage. Voilà, c'est de voyager, de voir des cultures différentes, de voir des environnements différents, de goûter à des plats différents. Voilà, ça c'est quelque chose, cette curiosité-là qui est animée par les voyages, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Est-ce qu'elle vient se rejoindre avec l'aspect professionnel ? Vous disiez, vous goûtez de nouvelles choses. Est-ce que ça vous donne des idées pour la boulangerie ? Oui, de temps en temps, pas toujours, mais oui, forcément, voilà, là je suis partie ce week-end et effectivement, les gens avec qui j'étais en week-end m'ont dit, bon, ça fait la 5e boulangerie, on va pas quand même pas rentrer. Non, mais j'en ai juste pour 5 minutes, je regarde juste ce qu'il y a dans la vitre, je fais vite une photo. Oui, quelque part, c'est impossible de passer à côté et de pas se dire, tiens, ça pourrait quand même être chouette. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre viennoiserie, votre gâteau préféré ? Alors pour moi, c'est très très simple. C'est malheureusement un produit qu'on n'a pas toute l'année. C'est les nœuds, les Favorolters, qu'on a pour la période des carnavals. Pendant la période où il y a ça, j'en mange tous les jours. Lorsque vous vous êtes présentée, vous avez très vite dit que vous étiez une jeune maman de plusieurs enfants. Est-ce que parfois vous vient en tête l'idée qu'ils sont la prochaine génération au sein de l'entreprise ? Non, pas du tout. Et vraiment pas du tout, pour une raison toute simple. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'a laissé libre, mais libre à 100%, de me dire, oui, il y a une entreprise, mais voilà, si tu as envie de faire mais toute autre chose, mais surtout, vas-y. Et c'est vraiment l'esprit. Je veux que si un jour mes enfants choisissent de rejoindre l'entreprise, que ce soit absolument libre. Un choix délibéré. Et de voir surtout aussi, est-ce qu'ils ont les compétences après pour le faire ? Ça en dépendra aussi. Mais en aucun cas, je veux que ce soit un poids d'une manière ou d'une autre, de se dire, oui, mais ce serait quand même bien que je fasse ça. Non. Voilà, ce sera bien ce que tu choisiras et ce qui te rendra heureux. Alors, projetons-nous, c'est une fiction, mais si l'un d'entre eux vous disait, c'est décidé, je veux franchir le pas, comment vous l'accompagneriez ? Ou est-ce que justement vous ne l'accompagneriez pas en lui disant « fais ton chemin par toi-même » ? Je pense que je lui dirais déjà depuis son plus jeune âge, et c'est quelque chose, voilà, j'en ai déjà parlé un peu avant, c'est la partie stage. Je lui dirais fais des stages dans différents métiers. Déjà pour exclure ce que tu ne veux surtout pas faire et voir ce que tu aimerais. Parce que même dans l'entreprise familiale, aujourd'hui, nous, on a la chance que c'est une grande entreprise, c'est plus du commercial, c'est plus de la production, c'est plus des finances, c'est peut-être quelque chose, c'est plus du développement produit. Est-ce que tu veux te former en tant que boulanger ? Est-ce que tu veux apprendre le métier ? Est-ce que tu veux plutôt pas faire ça du tout et faire toute autre chose ? C'est plus le diriger et surtout lui dire, tu vas faire tes armes ailleurs. Et si après quelques années, tu dis toujours que tu veux revenir, bah on verra à ce moment-là où on sera l'entreprise. Est-ce que tu as le profil qui
qui matchent et de dire, voilà, pourquoi pas. Mais surtout, ce sera plutôt le pourquoi pas que le oui, ce serait bien. Là, pour l'instant, mes enfants pensent que je ne fais que manger, que j'ai le droit de manger des glaces tous les jours, de la viennoiserie, du pain. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quand je ramène des produits le soir à la maison. Ils voient quand ils passent au bureau en disant « Ah, maman, je peux passer à la boulangerie ?» Bah oui, va chercher quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc, ils ne voient pas forcément le côté travail. Je sais que ma fille a raconté une fois une de ses copines en disant « Moi, je vais faire le travail de maman. Hein. Elle mange toute la journée et que des trucs au sucre. » J'ai dit « Oui, bon, il y a un peu autre chose aussi. » Mais voilà, moi, je préfère qu'ils le voient comme ça pour l'instant. Le sérieux de la chose viendra tout seul. Je n'ai pas besoin de faire l'effort pour l'instant pour leur le montrer. Revenons sur le métier. À quoi ressemblera la boulangerie demain ? Sous-entendu, à quoi aimeriez-vous qu'elle ressemble ? Alors, je pense que si on parle de la partie production, je pense qu'il y a une vraie automatisation qui va avoir lieu. Mais je pense qu'il s'agit aussi, voilà, il y a des tâches lourdes, des tâches difficiles. Si aujourd'hui, on peut mettre là, à la place de l'humain, un robot ou une automatisation pour faciliter le travail des boulangers, franchement, c'est pas sérieux de pas le faire. Donc, cette automatisation doit avoir lieu. Par contre, il y a une partie, voilà, la pâte, c'est de la matière vivante. Il y a un moment où il faut un être humain qui va dire « Ah bah les températures ont changé, ah bah on va devoir adapter la recette. » Il faut connaître les goûts des clients, dire en goûtant le pain, en disant « Ah mais là, il y a un souci, il faut qu'on réadapte, il faut qu'on change, il faut qu'on voit. » Donc, si on parle de la production, je pense que vraiment une automatisation va avoir lieu. Je pense que dans la vente, dans la partie vente, voilà. Moi, je vois pas des robots qui vont servir les clients. Oui, je pense qu'il y aura les click and collect. Je pense que des choses comme cela, des services, vont se développer de plus en plus pour les gens qui n'ont pas le temps, des gens qui n'ont pas envie, des gens qui s'organisent différemment. Je pense que dans ce monde-là, les choses vont changer, mais il y aura toujours une vendeuse devant un client qui sera là pour faire le service, pour expliquer aux clients, parce qu'il y aura des clients qui auront envie de savoir, qui ne sauront pas, qui veulent pas manger le même pain tous les jours, donc qui voudront des explications. Sur les produits, on va pas réinventer la roue en boulangerie, faut être honnête, mais on va l'adapter. Il y a toujours des nouvelles tendances, des nouveaux goûts, du quinoa, du chia, tous ces éléments-là, des anciennes graines qui reviennent, sur lesquelles on n'avait plus travaillé. Donc, je pense qu'il y aura plein de produits qui vont changer, qui vont évoluer, mais l'essence même du métier, cette passion qu'on a pour le produit, pour le bon pain, pour la bonne odeur, pour la recette, le temps qu'il faut à un bon pain pour se développer, celui-là, même avec de l'intelligence artificielle, et avec n'importe quelle automatisation, et le service au client, et le sourire de la vendeuse quand le client y rentre, il ne pourra pas être remplacé par de l'automatisation. Bien sûr, bien sûr. À quoi voudriez-vous être meilleur et comment vous y employez-vous ? Que faites-vous pour essayer d'être meilleur sur telle ou telle chose ? Alors, je pense qu'un des éléments sur lesquels voilà, je dois apprendre, c'est vraiment encore de déléguer. D'accord. C'est de déléguer plus et de lâcher prise. Voilà, j'ai quand même une certaine tendance à vouloir garder un certain contrôle, ou en tout cas, voilà, d'être là aussi pour les gens, de les accompagner. Mais je pense que voilà, pour le moment, il faut plus lâcher prise, laisser faire les gens, les laisser faire à leur manière, qui est très bien et qui est différente de la mienne. Mais c'est difficile de temps en temps de se dire, cette personne va peut-être aller vers l'échec. Oui, mais elle a peut-être besoin d'aller vers l'échec cette fois-ci, pour que la prochaine fois, elle apprenne d'elle-même. Voilà, on n'apprend pas aux enfants à marcher parce qu'on leur dit que ça va faire mal s'ils tombent. Il faut que ça fasse mal. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma trajectoire jusqu'à présent, d'avoir des gens qui m'ont laissé tomber. Pas laissé tomber dans le mauvais sens, mais qui m'ont laissé me faire mal pour me dire, je te l'ai dit 3 fois, il y a un moment, il va falloir que tu le ressentes pour passer l'étape d'après. On n'apprend pas sans tomber. C'est clair. On arrive tout doucement à la fin de notre discussion, Carole, mais juste avant, 3 questions. Les 3 questions finales que je poserai aussi aux invités que nous recevrons après vous. La première, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, que feriez-vous ? Je pense que je ne changerai pas ma trajectoire que j'ai eue maintenant, parce que si je vois où ça m'a mené aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite.
Quelles sont les choses que vous pensez vraies et que les gens pensent faux? Qu'il faut avoir confiance dans l'autre. Je pense qu'on a de plus en plus, on commence à avoir une certaine peur de temps en temps. On entend en tout cas une certaine peur de l'autre. Et moi, je pense que l'autre peut toujours être intéressant, qu'il faut juste savoir le comprendre et l'écouter et trouver l'élément intéressant. Donc, c'est de ne surtout pas avoir peur de l'autre et de l'inconnu. Qu'y a-t-il de curieux en vous? Tout, je pense que tout m'intéresse. Ouais, je suis vraiment quelqu'un de curieux, de passionné. Il y a très peu de choses où je dirais non, là, ça m'intéresse vraiment pas. Merci Carole, ce fut un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Ce premier épisode du cabinet de curiosité est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez curieux. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao.